Salut et bienvenue sur Anacaland pour parler du film très attendu de cette fin d'année, Rebel Moon de Zack Snyder, dispo sur Netflix. Et qu'est-ce que j'avais hâte. Même si je ne suis pas un fan ultime de Snyder, j'ai dû vraiment aimer un film sur deux de sa filmographie, mais le projet était très ambitieux et j'étais impatient d'en découvrir le résultat. Ce film qui divise déjà les critiques, pensé à l'origine comme un Star Wars, a réussi à se dissocier de la franchise, à peine car il conserve encore énormément de références à celle-ci. Références sur lesquelles je reviendrai tant elles sont nombreuses. Et c'est d'ailleurs une critique que j'avais beaucoup vue dans les médias qui avaient déjà eu accès au film. Il serait trop empreint de clichés, de tropes, venus de nombreuses autres œuvres. Et en même temps, il passe après tellement de films et de séries du genre que comment ne pas tomber dans les clichés, car tout a presque déjà été fait. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Il est donc temps de vous donner mon opinion avec cette petite critique analyse à chaud qui sera avec spoiler, donc vous êtes prévenus. Et je pense que les critiques, analyses et autres reviews vont fleurir sur YouTube ce week-end, donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo afin de l'aider à faire son chemin. Un grand merci et c'est parti pour Rebel Moon partie 1, Enfant du Feu. Sur une lune isolée dans un petit village de fermiers, une jeune femme mystérieuse a trouvé refuge. Mais un jour, l'armée tyrannique du monde mère apparaît dans leur ciel pour s'emparer de leurs ressources. Sans aucun moyen de se défendre, la petite communauté va mettre tous ses espoirs entre les mains de Korra qui va s'embarquer dans un périple à travers l'espace pour trouver de l'aide et protéger son monde d'adoption. Un pitch plutôt sympa pour ce space opéra qui tient ses promesses pour ce qui est de la cinématographie. On a une réalisation léchée, propre au style de Snyder, donc on aime ou on n'aime pas, avec une photographie exceptionnelle, des environnements majestueux et également une musique et un sound design qui s'accordent parfaitement. Le cinéaste nous offre un tout nouvel univers avec des enjeux politiques et sociaux, différents mondes ainsi qu'une faune et une flore uniques. Toutefois, alors que le film est présenté comme un récit de science-fiction, il serait plus à classer dans le registre de la science-fantasy, un genre hybride qui emprunte aux deux styles pour créer un univers à la fois riche et magique. Rebel Moon partie 1 est un film qui prend son temps, sans trop l'embiner non plus, tant il y a de choses à couvrir. Une version longue, en plus de la version non censurée, serait donc la bienvenue. Même si c'est vrai que les enjeux majeurs de l'épopée sont clairs, le développement des personnages, quant à lui, est un peu laissé de côté, ce qui est vraiment dommage. Côté casting, justement, on pouvait s'attendre à du très bon niveau grâce à la présence de Djimon Hounsou en Général Titus, Dounabe que j'adore ou encore Edge Crane en Amiral Tyrannique et Barjo, sans compter sur Michelle Huisman alias Dario Naharis dans Game of Thrones. Mais celle qui a le plus de temps à l'écran, et j'ai presque envie de dire malheureusement, c'est Sofia Boutella, l'actrice franco-algérienne qui ne transperce pas vraiment l'écran avec son jeu très mono-émotionnel. Et surtout avec sa voix grave et lente de femme badass, qui est même pire en VF qu'en VO, alors qu'il me semble que c'est elle dans les deux cas, donc cherchez l'erreur. Au final, j'ai presque envie de dire que le personnage le plus charismatique de ce premier film n'est autre que le robot, ce qui encore une fois pose pas mal de questions. Et sinon, c'est vrai, le film est farci de clichés jusqu'à la moelle. Par exemple, dès le début, entre les plans de Korra qui bosse dans les champs sous un magnifique coucher de soleil, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs, ou encore l'arrivée des soldats du monde mère dans leur village, avec la descente du vaisseau au ralenti et les bruits de pas lourds et métalliques. Korra est donc présentée comme un ex-soldat de cette même armée. Elle aurait fui, déserté sa position élevée, pourtant très convoitée, pour se réfugier sur ce petit monde paisible. Son personnage va nous raconter son histoire, portion par portion, au fil de divers flashbacks, très graphiques, mais sans réellement nous rendre le personnage, ou sa cause, vraiment attachant. On est donc vraiment sur un archétype classique de récit de SF ou de fantasy. Et d'ailleurs, dans un des flashbacks, elle évoque une volonté d'encourager les couples au sein de l'armée. Élément très sympa, jamais vu dans l'art de la guerre depuis les bataillons sacrés de la Grèce antique, qui se composaient de couples d'hommes prêts à mourir l'un pour l'autre. C'est un concept très intelligent et je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir intégré à ce récit. Mais revenons à notre histoire. Les représentants du monde mère débarquent donc dans le petit village pour négocier des ressources. Ce qui est un peu étrange dans les premières secondes, car on sait que c'est les gros méchants au vu de la mise en scène. Mais leur chef, l'amiral, semble tout doux et gentil au début. Il prend le chef dans ses bras, le félicite et le flatte. Puis ça tourne mal. Le chef et Gonard n'ont pas la même version, ils auraient dû accorder leur violon. Ainsi le chef se fait buter, par la faute de Gonard qui a trop parlé, mais surtout qui avait déjà vendu leur production. Ici le film tente un petit twist, il veut nous faire croire que c'est lui qui va payer. Mais il me semblait bien que l'amiral allait plutôt s'en prendre à celui qui ne lui disait pas ce qu'il voulait entendre. Après tout, pourquoi punir Gonard qui voulait bien lui donner de la bouffe ? Et évidemment, l'amiral montre déjà un peu son visage, un monstre sans cœur qui utilise la violence pour se faire respecter et comprendre. Mais heureusement, il ne manque pas de jugeote. Il annonce donc qu'il reviendra dans quelques temps pour s'emparer, non pas d'une part de leur récolte, mais presque de la totalité. Gros bâtard. Dans tous les cas, les villageois avaient perdu. L'amiral laisse ensuite une petite troupe sur place pour surveiller la dite récolte. On a tout un éventail de personnalités de soldats. Le chef bizarre et pervers, le second complètement taré et tout aussi pervers, un vrai psychopathe, ainsi qu'un petit jeune qui a pas l'air méchant et même un droïde, le fameux droïde charismatique qui est plus humain et plus honorable que la plupart d'entre eux.
On a un rapide passage sur la mythologie des droïdes qui servaient le roi défunt et depuis refusent de se battre. Ainsi, on a un robot en quête de paix. Et à travers lui, ainsi qu'un flashback de Korra, on a la présentation d'une mystérieuse princesse magique. Digne là encore des plus purs récits de fantasy. Un pouvoir de lumière salvatrice, une élue qui sauvera l'univers. Tout repose donc sur Korra, la nouvelle venue de leur communauté. Seulement, elle ne veut plus se battre, elle a fui la guerre pour trouver la paix. Sauf que vient forcément le moment où elle va devoir prendre une décision. Là aussi, ils n'ont pas vraiment fait dans la finesse. La jeune fille porteuse d'eau se fait prendre à partie par les soldats, qui veulent prendre autre chose aussi. Et alors, Korra n'a plus le choix. On la voit faire la tête, mais elle intervient dans une séquence à la fois très attendue dans sa mise en scène, je pense notamment au plan avec la hache plantée devant elle en contre-plongée, mais tout de même une scène plutôt très badass. De plus, ils se battent à coups de couteau et de hache, mais pas une seule goutte de sang. Je sais qu'il y a une version non censurée qui va pas tarder, mais quand même, un minimum de sang aurait été pas mal, sinon c'est pas très crédible. Ça marche avec les genres de sabre laser, mais pas pour toutes les armes. Par contre, les tirs de blaster avec ce genre de plasma semi-liquide est super bien fait, ça change un peu des piou-piou vus et revus en SF. Et donc, maintenant qu'elle a massacré tous les soldats, sauf un, le petit jeune, et le droïde qui a participé au sauvetage avant de s'enfuir dans la nature sauvage, une course contre la montre se lance donc. Elle a 10 semaines pour recruter la meilleure équipe de rebelles possible pour protéger son nouveau monde. C'est donc accompagné de Gonar qu'elle part en quête. Ils arrivent dans une ville et entrent dans un pub. Et là aussi, bizarrement, il y a comme un sentiment de déjà-vu. C'est simple, si Han Solo entrait dans la pièce, on y croirait. Mais sans perdre de temps, ils sont accostés par un chasseur de primes qui va leur servir tout ce dont ils ont besoin sur un plateau. Un vaisseau et de bonnes adresses pour leur recrutement. Et c'est à partir de là que le film va enchaîner des séquences très classiques de recrutement d'une bande de héros. C'est vrai que c'est un truc qui marche souvent très bien, mais il faut faire attention à ce que ça ne cannibalise pas trop le film. Et ici, c'est presque tout le film qui consiste en une succession de lieux sans contexte, si ce n'est un petit écran avec un titre, pour enchaîner des présentations aussi épiques que bâclées. On commence donc avec Kai, le chasseur de primes, impulsif, opportuniste et bout en train. Puis Tarak le géant, dresseur de griffons, rien que ça, qui va clairement être une carte maîtresse dans leur petite armée. La scène du vol sur hippogriffe à la CG passable était donc vraiment épique et les décors présentés superbes. Sur ça, rien à dire. Mais c'est peut-être le moment que j'ai le moins apprécié en termes de rendu, quand il gigote dans les airs sur son griffon. Mais bon, epicness x 1000, donc ça passe. Et évidemment, même si Tarak n'a pas vraiment droit à une véritable présentation, la bête majestueuse, elle, a droit à une conclusion. Elle n'est pas un esclave et donc elle aussi se libère de son oppresseur. On passe ensuite très vite au suivant, car le film n'a pas de temps à perdre. Les transitions entre les mondes sont d'ailleurs un peu abruptes. C'est alors au tour de Némésis, une très grande guerrière armée de 2 sabres et pleine de sagesse. Incarnée par la géniale Dunabe, mais un rôle pas vraiment à la hauteur de son talent. On nous la présente elle aussi avec une scène de combat qui se veut épique, où elle défonce une sorte d'alien monstre araignée un peu glauque. Et pourquoi pas. Mais les scènes d'action, de combat ne sont vraiment pas ouf. La chorégraphie pourrait être plus dynamique et il y a beaucoup de slow motion. Et si, les sabres laser qui n'en sont pas vraiment, mais qui ont du style. Ce qui m'amène donc au passage de l'arène de gladiateurs, avec le général Titus qu'il cherche depuis le début, mais qui est une épave. Korra lui fait 2 mots de morale et puis pouf, on le retrouve tout pimpant, prêt à l'action. Pareil ici, ça aurait mérité un peu plus de construction. Après je compte vraiment sur la Director's Cut pour combler les vides, mais ça reste dommage. De plus, ce passage aura été une vraie déception. Avec tous ces clichés et un colisée à disposition, je m'attendais vraiment à une scène dans l'arène. Mais non, on passe direct au monde suivant. Et ils finissent donc leur tournée sur la planète du roi Levitica, un alien cousin des Houds, pour ceux qui ont la ref, sur laquelle se cachent les révolutionnaires qu'ils recherchent. Cette petite armée est dirigée par 2 frères et sœurs. La sœur décide de rester en retrait avec ses soldats, refusant de les mener dans une bataille perdue d'avance, même si on devine qu'elle reviendra au bon moment pendant le climax du second film. Et le frère, quant à lui, rejoint la troupe avec quelques-uns de ses plus braves guerriers. Car il faut des héros, des protagonistes, mais aussi quelques pièces sacrifiables dans le final, pour créer de l'enjeu. Sauf qu'en tuant des randoms pour lesquels on n'a aucun affect, ça ne marche pas forcément. Toutes ces recrues nous sont à peine présentées, mais ont toutefois un point commun. Ils sont tous très sages, dans le sens où ils ont tous une forme propre de sagesse. Comme si on voulait direct nous les présenter comme des monolithes de puissance et de charisme. Ce qui limite donc beaucoup leur développement, qui est quasi inexistant dans ce premier film. Les personnages sont présentés une fois, et puis voilà, ils font partie de l'équipe. On les voit aussi très peu interagir. Des petites scènes genre tranche de vie auraient été les bienvenues. Et même Korra, le personnage principal, a un développement très minimaliste, ce qui est clairement un peu moyen. À part Kai peut-être qui a vite fait droit à une conversation pour confirmer son adhésion au groupe, jusqu'à sa trahison bien sûr. Pour le coup, lui, il est pas con. Il les a poussés à recruter ses proies, et il referme le piège quand tout le monde est là. Pendant leurs différents arrêts, on revoit plusieurs fois l'amiral Noble, gros taré qui tue les gens comme des bœufs à l'abattoir, et aussi un très grand fan d'hentai apparemment. Je me dis qu'on va bien rigoler avec la version non censurée du film sur la scène du tentapoulpe. Puis, il débarque sur la planète Levitica juste après nos héros. Trop tard donc. Et malgré la coopération du roi, l'amiral anéantit son monde.
Toute une civilisation vieille de 10 000 ans, comme ça. Sur un coup de tête, tel un Dark Vador de Wish avec son petit vaisseau. Mais très vite, il les rattrape grâce à la trahison de Kai. Et ce passage, outre le fait d'amorcer une sorte de bataille finale et à identifier Korra, il sert surtout à enfin étoffer le CV de chacune des recrues. On découvre que Tarak est un prince, mais un prince de quoi, on ne sait pas encore, ou que Nemesis est une grande guerrière de légende. Ok, ça, on s'en doutait. Mais pas grand chose de plus non plus, faut pas rêver. Bataille finale donc dans laquelle les révolutionnaires random sont écrasés. Puis leur chef, dans un grand geste épique, foire son coup et se fait tuer comme une merde. Ok, il a réussi à tuer le pilote avant de tomber, mais il a bien foiré sa première attaque. Le vaisseau, alors sans pilote, s'écrase sur la scène de bataille, ce qui déjà en fait un vaisseau pas très rentable s'il s'écrase juste parce que son pilote est mort. Mais bon, ça sert le scénario, alors on accepte. Car ça permet notamment de séparer notre héroïne et son adversaire, l'amiral, du reste de leurs alliés respectifs. Pour le combat final de ce film sur une petite plateforme. À nouveau, j'ai de grosses vibes de Star Wars. J'ai même cru qu'il allait lui dire qu'il était son père. Mais non, par contre, je pense qu'ils vont vraiment le Dark Vadoriser pour la suite, vu son état. Même s'il est déjà plus vraiment humain à ce stade. Elle ne le tue donc pas vraiment, mais symboliquement, c'est tout comme. Car sa victoire se fait au prix de sa liberté, elle redevient la guerrière qu'elle fuyait, prisonnière de ce cycle de guerre et de mort. Donc, elle perd un peu, elle aussi. Mais au moins, après cette victoire, nos rebelles se croient libérés, l'amiral n'est plus là pour venir voler les récoltes du village. Mais cette victoire a aussi fait d'eux officiellement des rebelles, des ennemis de l'État, et probablement le seul espoir de la galaxie. Et une fois de retour, tous ensemble sur leur lune, j'ai trouvé superbe et très évocatrice cette image du robot, seul dans la nature avec sa couronne en bois de cerf. Presque comme un retour à son état sauvage, qui n'en est pas un vu que c'est un robot, mais vous voyez l'idée. Donc le deuxième opus sera concentré sur la préparation du village et de ses habitants pour la grande bataille. On a eu le recrutement, et maintenant, place à l'entraînement. Et ce genre de récit permet souvent d'avoir recours à des flashbacks lui aussi, peut-être pour enfin donner un peu de contexte au personnage. En conclusion, un film plutôt scolaire sur son écriture et même parfois sa mise en scène ou son découpage. Pas sa réalisation bien sûr, on sait que Snyder n'est plus un débutant. Mais on dirait le film d'un étudiant qui aurait mis des refs à tous les trucs dont il est fan, autant du cinéma, de la littérature ou même du jeu vidéo dans sa mise en scène. Mais est-ce pour autant des hommages ou simplement du plagiat? À vous de me répondre dans les commentaires. Et que de ralenti dans ce film, c'en est presque maladif. Mais c'est le signature move de Snyder donc ok. Tout comme les plans en contre-plongée qui sont légion presque au point d'en perdre leur impact épique. Et concernant le recrutement d'une équipe, on l'avait déjà vu faire mieux. Par exemple dans Army of the Dead, film que je n'aime pas vraiment car trop débile, c'était bien, efficace, drôle et tout ce qu'on veut. Mais dans Rebel Moon c'était peut-être à la fois trop long, presque tout le film, ou pas assez long vu que rien n'est vraiment approfondi. Donc un film pas mal, un divertissement de qualité, mais qui casse pas non plus trois pattes à un canard de l'espace pour ce qui est de sa narration. Mais si on le prend comme il vient, ça reste pas mal. Donc vraiment hâte de voir ce que pourrait donner la version longue, et la suite bien évidemment pour se faire une réelle opinion sur le projet Rebel Moon. Sinon je pense que je vais vous préparer une petite théorie concernant la seconde partie. Il faudrait que je revoie le film pour en être sûr. Mais si ça se confirme, je vous promets une vidéo dédiée avant la sortie de L'Entailleuse, la partie 2 qui sort en avril. Alors bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Disons que ce sera mon petit cadeau de Noël. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Et sur ce, passez de bonnes fêtes et à très vite sur Anakaland. Bye.